c'est mon or. Et mon or, c'est mon argent, voilà. Les pépettes. N'ayez pas peur, madame, c'est de l'argent honnête. Et honnêtement gagné. Les pépettes. Bienvenue sur Les Pépettes, le podcast qui réconcilie sens et argent. Je m'appelle Audaine Guyenne et je suis entrepreneuse sociale. Je constate qu'il y a souvent une dissonance entre argent et sens. Comme si ça sonnait faux de générer de l'argent en exerçant une activité qui nous passionne et en ayant un impact positif sur la société. J'ai donc décidé de prendre le micro pour donner la parole à celles et ceux qui maîtrisent le sujet et qui peuvent nous offrir un nouvel éclairage sur l'argent et sur le sens qu'on lui donne. Et si après ça vous voulez encore plus de pépettes, retrouvez-moi sur Instagram, les Pépettes Podcast, où je serai ravie de papoter avec vous et d'approfondir les sujets qu'on aborde ici. Je suis ravie de vous retrouver avec un épisode bonus pour aborder cette nouvelle année sous le signe des pépettes. Alors oui, aujourd'hui j'avais envie avec mon invité Pierre Guilbaud de prolonger nos échanges parce que j'étais curieuse de connaître sa façon de gérer ses finances sur les plans pro et perso. Dans cette partie bonus, Pierre nous révèle en détail combien il gagne grâce à ses activités d'entrepreneur et de freelance, comment il s'assure que l'argent qu'il génère nourrit ses projets et ses valeurs, dans quelles enveloppes et produits il investit son argent, quels sont les indicateurs clés qu'il regarde pour s'assurer d'avancer dans la bonne direction, comment il définit ses objectifs financiers et pourquoi il s'est fixé de baisser le chiffre d'affaires de sa micro-entreprise en 2024. J'espère que ces réflexions nourriront les vôtres et vous aideront à définir vos propres ambitions financières pour cette nouvelle année. Sans plus tarder, je vous laisse rejoindre la conversation que j'ai eue avec Pierre juste avant les fêtes. Très bonne écoute. Salut Pierre. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode bonus parce que j'avais envie qu'on rentre plus concrètement dans tes finances personnelles. Donc merci de me recevoir à nouveau. Alors je rappelle que d'un côté, il y a les revenus de ta boîte Marketing Flow que tu as cofondée avec Mégane. Et de l'autre, il y a les revenus générés par ta micro-entreprise parce que tu accompagnes en freelance des boîtes à impact. Est-ce que tu peux nous rappeler combien tu te rémunères et aussi nous dire comment tu gères les flux d'entrée et de sortie au sein de Marketing Flow? Ok, alors combien je me rémunère? Alors du coup, comme je suis indépendant, ça varie de mois en mois, mais en gros, avec Marketing Flow, du coup, c'est une SAS. Avec Mégane, on se payait jusqu'au mois de novembre 2000 € bruts par mois, chacun. Donc, une fois que tu enlèves les charges sociales, patronales, les impôts sur le revenu, etc., moi, c'était l'équivalent d'à peu près 1250 € net d'impôts. Et là, du coup, vu qu'on a de la trésor et que l'année s'est plutôt bien passée, on a décidé de passer à 3000 € bruts par mois. Et donc là, j'ai vu la simulation de ma première fiche de salaire et ça devrait faire à peu près 1850 € par mois net. Donc, tu vois, ça fait plus 600 € de pouvoir d'achat. Yeah! Et donc, c'est plutôt cool parce que ça, tu vois, par rapport à un business en freelance, c'est un revenu fixe qui tombe tous les mois, tant qu'il y a de la trésor en banque et que la boîte continue à se développer. Mais c'est assez cool. En fait, tu as une espèce de fondation récurrente qui viennent et après, mon activité de freelance vient s'ajouter là-dessus. Et donc là, ça dépend des mois, mais je sais pas, moi, je vais générer en moyenne, je pense, 6 000 € hors taxe par mois en freelance. Donc, une fois que tu enlèves l'URSSAF à 22%, les impôts sur le revenu, je pense que ça doit faire dans les 4 000 € net qui se cumulent. Donc, c'est assez cool. C'est comme ça que je structure mon activité. Parce que tu nous avais dit 4 000 € que tu générais via tes activités donc, d'accompagnement. Ouais. Et plus, j'imagine, 2 000 € générés par ouais, c'est ça, 4 000 ta newsletter. Plus 1000. Alors ouais, en gros, moi, je facture 1 000 € hors taxe la journée et 250 € hors taxe l'heure d'accompagnement. Donc en gros, là, par exemple, j'accompagne Tisu, une boîte qui fait des meubles upcyclés. Et donc en fait, je bosse avec Ludo un jour par semaine. Et donc ça fait que je lui facture en moyenne 4 000 € à la fin de chaque mois, hors taxe. Ma semaine, pour rappeler, c'est 3 jours Marketing Flow. Et donc ça, aujourd'hui, c'est 1850 € net par mois. Il me reste 2 jours. Donc ces 2 jours-là, j'ai un jour avec Tisu, par exemple, en ce moment. Donc là, ça fait 4 000 € hors taxe. Ensuite, il me reste une journée. Donc là, cette journée, je la divise en 2. J'ai une demi-journée où j'ai un autre client qui s'appelle Pimpan. C'est trop cool. Ils font tous les produits un peu d'hygiène du quotidien, mais éco-responsables. Ils ont aussi un magazine qui s'appelle Mission Plancton pour transmettre aux enfants des valeurs d'écologie, etc. Enfin, ils font plein de trucs trop cool. Et du coup, là, je les accompagne sur un projet de lancement de 4 newsletters. Et donc là, c'est pareil, je suis sur le même pricing à 1 000 € hors taxe la journée, sauf que vu que je passe une demi-journée par semaine, ça fait un montant de 500 € hors taxe par semaine et donc 2 000 € hors taxe. Donc ça s'additionne, ça fait 6 000. Et après, peut s'ajouter la newsletter, ma newsletter perso. Donc aujourd'hui, j'ai 4 000 abonnés et donc je fais un cumul de sponsoring qui va être, tu vois, en mode à la fois je vous mets en avant via des posts LinkedIn, à la fois je vous mets en avant via des encarts en haut de la newsletter, etc. Et ça, pour l'instant, je le faisais payer environ 2 000 € hors taxe par mois. Donc ça peut se cumuler
si j'ai un sponsor qui veut m'accompagner sur le long terme avec ces montants-là, etc. Donc, on va dire qu'au max, ça peut monter jusqu'à 8 000 € par mois. Ça dépend, ça varie, puisque d'un coup, tu peux avoir une mission qui s'arrête avec un client, et puis ça peut peut-être prendre 2-3 semaines, un mois avant de relancer une avec quelqu'un. Le sponsor, il peut s'arrêter. Par exemple, j'ai commencé avec Shine pendant 3 mois. Donc, je précise qu'on est au micro. Shine, c'est absolument pas la marque de fringues dégueulasse. On se parle de la néobank, exactement, qui est d'ailleurs ma néobank depuis le début de mon activité. Et c'est aussi pour ça que j'étais content de bosser avec eux, parce que j'aime bien bosser avec des produits que j'utilise en tout cas. Donc eux, j'ai bossé avec eux pendant 3 mois, et en fait là, ça s'est arrêté tout simplement parce qu'il y a eu une restructuration de leur équipe, et du coup, ils attendent de voir comment est-ce qu'ils vont finaliser les budgets pour l'année prochaine, où est-ce qu'ils veulent les allouer. Et là, d'ailleurs, je me suis rendu compte que c'est la pire période, en fait, le mois de décembre, pour trouver des sponsors, etc. Parce que tout le monde est en mode, on frise un peu les budgets, on n'a pas encore pris les décisions stratégiques pour l'année prochaine, où est-ce qu'on veut les allouer, donc c'est l'attente, tu vois. Et je pense que tout va se débloquer mi-janvier, mais du coup, c'est pas bon learning, là, c'est pas du tout le bon moment pour un sponsor à ce moment de l'année, quoi. Comment t'es parvenu justement à aller chercher Shine ? Bah moi, j'ai un peu d'historique avec eux parce que je leur ai vendu une boîte, déjà, la boîte numérique. Donc ça fait que, 1, je leur ai vendu une boîte, 2, j'ai déjà pas mal bossé avec eux et fait des webinaires avec eux où j'apportais de la valeur. Donc j'avais déjà des relations avec plusieurs membres de l'équipe marketing. Et puis bah du coup, tu vois, Juliette, qui est la Head of Influence de Shine, du coup maintenant je la connais depuis plusieurs années et on a déjà fait plusieurs choses ensemble, plusieurs projets ensemble. Donc j'ai simplement contacté par email et je lui ai présenté le projet de la newsletter alors qu'il n'était pas sorti. Les ambitions en termes de nombre d'abonnés, d'impressions sur LinkedIn, sur la newsletter, rappel de c'est qui mon audience, mes valeurs, les vôtres, etc. Montrer qu'il y a un match. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est qu'ils sont quand même assez bien outillés chez Shine. Enfin, je sais que c'est Juliette qui, elle s'est créée une matrice d'influence sur un spreadsheet. Et donc, du coup, en rentrant les datas que je lui ai transmis, et ben en fait, derrière, elle a vu une somme en euros. Elle était en mode, pour nous, ça fait sens de le faire comme ça, à ce montant-là, et on peut tester aussi, partant de te suivre sur le projet, c'est cool et tout machin. Donc ça s'est fait assez simplement comme ça. Et toi, quelle a été ta réflexion pour te dire j'ai besoin là de créer une nouvelle source de revenus plus complémentaire ? Tu vois, est-ce que c'était un besoin financier ou est-ce que c'est juste qu'il y avait cette opportunité-là et l'idée de créer ta newsletter te plaisait ? Comment ça s'est fait ? Je pense que c'est une envie qui sommeillait en moi depuis un petit bout de temps. Le fait de raconter des choses et apporter de la valeur. Il y avait des histoires que j'avais envie de raconter et j'avais l'impression que les réseaux sociaux n'étaient pas les bonnes plateformes pour pouvoir raconter dans les détails avec la forme que je voulais, parce que malheureusement aujourd'hui les réseaux sociaux c'est la guerre de l'attention, il faut un hook, il faut être captivant, attractif, machin, et si tu as envie d'aller un peu plus en profondeur sur certains sujets qui moi me tiennent à cœur, sur des réflexions de vie, des choix assez structurants, du dev perso, ce genre de choses, bah j'ai pas l'impression que ça allait fonctionner et prendre, et donc du coup que j'aurais pas eu le reach que j'aurais aimé avoir, ou en tout cas aussi les retours des personnes. C'est aussi un échange en commentaire des newsletters, etc. Donc j'avais besoin d'avoir mon propre canal sur lequel je pouvais structurer mes pensées, partager des choses et pouvoir échanger avec des gens qui pourraient être intéressés par les mêmes sujets. Et il y avait aussi un autre point qui était de me dire que, je sais pas, en plus de 10 ans, j'ai fait beaucoup de projets. J'ai créé pas mal d'audience à plusieurs moments. Je sais pas, la boîte numérique, par exemple, il y avait 5000 abonnés, peut-être, un truc comme ça. Tu peux nous dire ce que c'était ? La boîte numérique, c'est une plateforme de contenu qui est totalement gratuite que j'ai cofondée avec un ami qui s'appelle Théo, où en fait, on documentait nos apprentissages en freelance. Et donc, il y a des guides gratuits sur comment développer son personal branding en freelance, comment trouver des clients, etc. On a même fait des formations vidéo sur comment créer ton site internet de freelance. Et aujourd'hui, je reçois encore des messages 2-3 ans après de personnes qui me disent « Je viens de terminer mon site grâce à votre formation, c'est ouf, merci. » tu vois. Donc tout ça, c'est gratuit. On a aussi une newsletter. Quand on l'a vendue, les 5000 abonnés, ciao. Et donc en fait, il faut recommencer à zéro. Alors, tu ne recommences pas 100% à zéro à recréer ton audience parce que sur LinkedIn, il y a du monde qui te suit, etc. Mais tu vois un peu cette petite frustration de « Je pense que je vais monter et créer plusieurs projets dans ma vie. » Et donc en fait, à chaque fois, recommencer from scratch, c'est un peu chiant. Il y a une chose qui ne va pas changer dans tous les projets, c'est Pierre Guilbeault. Et donc, comment est-ce que je fais pour associer une audience à mon nom, où je peux raconter des choses à qui, s'il y a des gens qui sont intéressés par suivre, tu vois, mes réflexions, mes apprentissages tout le long de la route, et d'éviter de recommencer à zéro à chaque fois et pouvoir l'utiliser en levier si besoin à un moment, si j'ai envie de lancer un truc et que ça peut intéresser des personnes de mon audience. Donc il y avait aussi cette réflexion-là, d'avoir un fil rouge dans mon parcours. Et après, financièrement, si tu veux, c'est se dire, au début, j'y ai même pas du tout pensé. Le fait de dire sponsor, machin et tout, je sais pas, ça m'est venu à un moment, je sais pas, peut-être en sortant de la douche, tu vois, un grand classique. Et là, aujourd'hui, du coup, le fait de l'avoir déjà fait, je me dis, ok, c'est cool, c'est un nouveau moyen de diversifier mes revenus en faisant des choses différentes. Donc, c'est assez stimulant, tu vois, dans une activité d'indépendant où tu te dis, j'apprends des nouvelles choses, c'est cool. En fait, ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est que
Quand j'accompagne un client, j'ai une relation de ouf avec la personne, une relation amicale qui se crée, de confiance, d'estime, que je kiffe. J'apprends des choses, je les aide à se développer, ils ont une belle mission. Donc j'ai un impact et donc je me sens utile, il y a du sens, je gagne bien ma vie. Donc tu vois, ça coche beaucoup de cases. Ce qui est cool avec la newsletter, c'est qu'en fait, je crée des choses qui sont pour moi. J'ai un client qui est un sponsor, il me paye pour créer mon projet. Certes, je le mets en avant, il finance un peu comme un mécène, entre guillemets. Alors, il y a des contreparties, mais le fait que je peux continuer à développer mon propre projet et que je suis en train de créer des effets cumulés pour moi. Et donc là, c'est d'autant plus cool sur le long terme. Tu dis d'ailleurs dans cette newsletter, tu racontes comment tu es passé de 0 à plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires annuel en l'espace de 4 ans. Donc aujourd'hui, en 2023, là, tu as fait plus de 250 000. Je me suis demandé, est-ce que tu es vraiment parti de zéro ? Sous-entendu, est-ce que tu avais un matelas financier qui t'a permis d'assurer d'avoir une certaine sérénité financière avant de générer tes premiers revenus? Et si oui, à combien s'évaluait ce matelas? Alors, je pense que je devais avoir entre 5 et 10 000 euros de côté. Et incroyable Pôle emploi en France, j'étais au chômage au début. Et j'ai fait le choix, moi, de créer une micro-entreprise et du coup de demander l'aide à la création d'entreprise. Et donc, au lieu de toucher le chômage tous les mois, donc c'est-à-dire, je sais pas, je vais peut-être toucher 2 000 euros par mois pendant 2 ans, un truc comme ça, bah, je me suis dit, je vais plutôt demander l'AC. Et donc là, en fait, on te donne 50% de tes droits en 2 fois. Et donc, j'ai dû toucher plus de 10 000 euros en tout. Donc, je sais pas, peut-être 6 000 euros direct et 6 mois plus tard, 6 000 euros. Donc, ça permet d'avoir un matelas qui m'a permis d'avoir une sérénité aussi là-dessus pour voir un peu venir et développer ma boîte. Donc, j'avais ce matelas financier-là quand je me suis lancé. Mais d'ailleurs, je pense que c'est hyper important d'avoir un matelas financier quand on se lance ou même au quotidien quand on a une boîte parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer et il faut avoir plusieurs mois de trésor. Il faut regarder ses coûts perso et pro et les mettre en face d'un matelas de 3 mois facile, je pense. C'est important. Justement, quels sont les points d'attention à avoir pour s'assurer d'avoir un modèle économique pro et perso suffisamment solide et pérenne selon toi? Je pense que ce qui est important, c'est, tu vois, genre, il y a un côté de, tu lances ta boîte, tu as des premiers clients, tu te prices pas hyper bien au début et c'est normal et tu apprends, etc. Et en fait, au fur et à mesure, déjà, il faut, genre, bien cravacher pour s'assurer de bien délivrer de la valeur et qu'il y ait des résultats et qu'il y ait un impact, parce que derrière, c'est ce qui permet d'aller chercher des nouveaux contrats et de signer très facilement. Donc ça, c'est genre la base, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et après, l'étape d'après, c'est d'être capable justement de prendre la parole, de partager de la valeur, ses résultats, son point de vue sur certains sujets, pour en fait créer une espèce de, entre guillemets, je dirais, audience de personnes qui sont intéressées par ce que tu fais, qui te suivent, ou moi, en fait, c'est comme ça que je fonctionne maintenant. Si, par exemple, avec un client, ça s'arrête, parce que tu vois, ça peut s'arrêter au bout de 6 mois en mode, bah voilà, ils vont recruter un head of marketing en interne, nanana. Moi, ce que je fais, c'est que je contacte les gens de mon réseau avec qui j'ai envie de bosser et je leur dis, écoute, je suis dispo, un jour par semaine, à tel tarif. Vu où vous en êtes, je pense que ça serait pas mal de mettre ça, ça et ça en place. Si tu veux, je peux le faire. Est-ce que ça t'intéresse? Donc, en fait, c'est de la prospection, mais à chaud. Parce qu'en fait, la personne, je la connais. Potentiellement, on s'est déjà fait un call. Potentiellement, on a déjà échangé plusieurs DM. Je vois où ils en sont, etc. Et la personne, elle me suit sur LinkedIn ou via la newsletter maintenant ou autre. Et depuis longtemps, tu vois. Genre, moi, j'ai lancé les petits hacks marketing il y a 4 ans. Il y a beaucoup de gens qui sont passés dessus. Et donc, en fait, ça fait que là, moi, je passe de projet en projet de cette manière-là. Un client me dit, ah, bah, ok, je pense qu'on va être bon là, on va pouvoir s'arrêter, etc. 3 jours plus tard, j'ai signé un autre. C'est souvent ce niveau-là d'enchaînement. Mais parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de prises de parole et de contenu fait en parallèle. Et ça, je pense que c'est le niveau 2 de ton entreprise, ce qui permet d'être serein et de ne pas se dire « Ah putain, merde, il faut que je trouve un nouveau client, j'ai un temps de battement, machin et tout. » Et c'est marrant parce que j'en discutais ce matin avec un pote. C'est un peu de choose your hard, tu vois. Est-ce que tu veux que ça soit difficile dans ces moments-là? Tu as terminé ta mission et en fait, il faut que tu en trouves une autre et t'en chies un peu, il y a un temps de latence et tu te doutes. Ou alors, est-ce que tu veux que ça soit un peu difficile de temps en temps de garder le rythme de création de contenu? Bah, moi, personnellement, je préfère choisir la deuxième option, qui est parfois difficile, d'avoir des idées de contenu, de créer, etc. Sauf qu'en fait, la différence, c'est que, 1, c'est jamais difficile d'avoir des clients, et 2, j'ai des effets cumulés qui se font au fur et à mesure, qui me permettent aussi de monétiser autrement au quotidien, quoi. Donc là, ces différentes activités, elles te permettent aujourd'hui de générer environ 8 000 euros hors taxes par mois. Comment tu t'assures que l'argent que tu génères nourrit tes projets de vie et tes valeurs? Comment tu réinvestis cet argent? Combien tu mets de côté? Comment tu gères tes finances? Alors moi, j'ai un niveau de vie qui est, je pense, assez modeste, parce que je suis quelqu'un d'assez minimaliste. Donc j'achète très rarement des fringues, du matos. Une fois que j'ai payé mon loyer, et, la bouffe et quelques restos, il n'y a pas grand-chose en plus. Alors bien sûr, vu que j'ai quand même des revenus qui sont aisés,
Si à un moment, genre j'ai un truc qui est pété ou machin, je peux le réparer ou le remplacer, je me pose pas trop la question, donc ça c'est assez cool. Mais du coup derrière, effectivement, tout ça, je le fais pas juste pour devenir le plus riche du cimetière, mais c'est simplement pour financer des projets perso qui me tiennent à cœur. Donc moi là, tu vois, j'ai fait l'acquisition d'une maison à rénover dans le Pays Basque, qui est du coup de base un projet qui est très ambitieux et qui s'est transformé en un projet encore plus ambitieux, puisqu'en fait, il y a eu pas mal de complications et on va plutôt partir là sur une construction de maison neuve. Et donc, ça veut dire que ça demande du coup énormément de ressources financières. Et donc, l'idée, c'est que moi, une fois que j'ai financé mon style de vie au quotidien, mais encore une fois, comme je disais, il n'est pas très haut, et en fait, je vais mettre de l'argent de côté pour financer ces travaux. Et à côté de ça, j'ai aussi ouvert, tu vois, un plan d'épargne retraite chez Caravel. Ça fait partie des solutions, je pense, les plus éco-responsables du marché parmi celles qui sont proposées. Et où je mets 300 € dessus par mois. Je l'ai ouvert cette année. Et l'objectif, c'est mensuellement, tu vois, il y a un virement qui est automatique, je me prends pas la tête. Et en fait, pour préparer la retraite, entre guillemets, parce que je sais pas de quoi sera fait l'avenir, donc j'essaie de faire cet effort d'épargne. J'avais aussi ouvert une assurance vie chez Goodvest, qui est un peu dans le même délire. Tu te prends pas la tête, tu as un virement qui part. Et en fait, il s'occupe du truc, quoi. Moi, je suis un peu en mode, je sais faire mon travail. Je sais aider un CEO, un responsable marketing de boîte à impact à accélérer sa croissance. J'ai des bons résultats, ils sont contents. En échange, ils me donnent de l'argent, ça, je sais faire. Par contre, savoir bien investir mon argent et vendre au bon moment et tout, c'est pas ma tasse de thé. J'ai pas envie d'y allouer du temps. Donc, en fait, je préfère utiliser des solutions qui sont cool en termes d'expérience utilisateur, qui sont alignées avec mes valeurs au max de ce qui peut se faire, j'ai l'impression, aujourd'hui sur les accords de Paris ou ce genre de choses. Et du coup, j'ai des virements automatiques qui partent là-dessus. Et après, sinon, le reste, je le mets de côté pour un projet de résidence. C'est comme ça que je le fais au niveau perso, en tout cas. Donc, tu as 300 € par mois qui part chez Caravel, Ouais. chez Goodvest. À la base, en fait, si tu veux, j'avais ouvert, je mettais 300 € sur Goodvest en mode assurance vie et je le voyais plus un peu comme l'équivalent du PER. Et puis finalement, quand j'ai vu les impôts que j'ai payés cette année, je me suis dit, waouh, c'est vénère. Moi, je suis très content de contribuer dans notre société parce que je trouve que la France est un pays merveilleux. Mais quand j'ai vu la somme, j'ai halluciné. Mais encore une fois, ça, du coup, c'est un problème de riche. Et je me suis dit, putain, c'est cool de faire 2-3 petits trucs pour, je sais pas, si le PER, c'est une action qui permet de préparer l'avenir et de réduire un petit peu et d'optimiser. Je me suis dit, pourquoi pas, sachant que je le fais pas à outrance, tu vois, c'est 300 € par mois. Et donc, en fait, au lieu de mettre 300 € par mois sur Goodvest, je me suis dit, je vais les mettre sur un PER. Et donc, sur Goodvest, maintenant, je mets simplement 100 € par mois pour, tu vois, un potentiel projet de vie que je pourrais avoir à un moment qui est autre que la résidence. Petite précision sur ce que nous partage Pierre. Quand vous investissez sur un PER, un plan épargne retraite, ça vous permet en effet d'investir pour votre retraite tout en bénéficiant d'une réduction d'impôt. Par exemple, quand vous versez 300 € sur votre PER, vous avez 300 € de revenus imposables en moins. Et plus votre TMI, votre tranche marginale d'imposition est élevée, et plus c'est intéressant d'investir dans un PER. En général, ça vaut le coup de s'intéresser à ce placement à partir du moment où vous êtes imposé dans une tranche à 30% et plus. Et donc c'est pour cette raison que Pierre a fait le choix d'investir davantage sur son PER Caravel plutôt que sur son assurance vie Goodvest. Et comme il nous le dit très bien, ces deux produits font partie des solutions d'investissement les plus éco-responsables du marché. Goodvest, par exemple, est aujourd'hui la seule assurance vie compatible avec l'accord de Paris, c'est-à-dire qu'elle propose uniquement des portefeuilles d'investissement dont la trajectoire de réchauffement climatique est plafonnée à 2 degrés. Si vous voulez en savoir plus sur ces solutions d'investissement, vous pouvez retrouver en description de l'épisode des ressources à ce sujet. Allez, trêve de papotage, je redonne la parole à Pierre. Et après, en fait, tout le reste, je le mets de côté pour le projet, quoi. Ce qui représente environ. Si je fais à peu près, je sais pas, 4 000 € net par mois avec le freelance et 1 800 avec Marketing Flow, arrondissons à, du coup, ça fait 6 000. Et qu'en fait, moi, je vis avec 2 000 € par mois. Et qu'en gros, du coup, il y a 400 € par mois qui partent dans Goodvest et machin, enfin 2 500. Mais en gros, ça veut dire que je peux mettre 3 000 € de côté dans ces eaux-là. Super, mon 3 000 € vers ce beau projet de maison. Exactement. Où tu construis tout from scratch. Exactement. Bon, je te souhaite que cette maison voit le jour en 2024. Je pense pas, je pense que c'est un projet plus long terme, mais c'est un side project cool petit à petit, quoi. Tu nous disais aussi tout à l'heure que toi, tu t'assurais quand même d'avoir 2-3 mois de côté pour t'assurer une certaine sérénité financière. Ouais. Donc ça, c'est côté perso. Côté pro, comment tu gères la trésorerie Marketing Flow ? Est-ce que vous avez mis en place des bonnes pratiques que tu pourrais nous partager ? Je pense qu'avec Mégane, on est très prudent dans nos dépenses parce qu'on est deux, on n'a pas fait d'emprunt, on n'a pas levé de fonds, on est 100% bootstrap. On a envie de le rester comme ça. Parce que le fait d'être indépendant financièrement permet de faire exactement ce qu'on veut, que ça soit dans des choix liés à nos valeurs, comme le fait de refuser des boîtes dans la communauté parce qu'ils n'ont pas un impact positif au cœur de leur mission, ou alors de faire des choix de dire, en fait, on ne va pas suivre cette opportunité-là qui pourrait être intéressante financièrement, mais qui nous va
nous éclater notre quotidien et va pas être très agréable à vivre, etc. Donc pour nous, c'est hyper important. Et du coup, on s'assure d'avoir en moyenne 6 mois de trésorerie devant nous. Donc là, tu vois, c'est ça qui est assez cool, c'est qu'on a fini l'année 2023 avec 90 000 euros de trésorerie sur le compte en banque. Donc ça permet quand même une assez bonne sérénité pour nous et de se dire, OK, on peut voir venir. Sachant que nous, c'est un abonnement Marketing Flow. Donc tu prends une adhésion annuelle à 1 000 euros hors taxe qui est renouvelable si tu le souhaites, mais tu n'es pas obligé de renouveler. Donc nous, en moyenne, sur l'année 2023, il y a un petit peu plus, je crois, de 50% des personnes qui ont renouvelé leur abonnement. J'ai simplement fait l'exercice, là en décembre, de regarder, OK, qui pourrait renouveler en 2024, donc tous les clients actifs en fait. Ça ferait combien en termes de chiffre d'affaires? Donc là, de ce que j'ai vu pour l'instant, ça serait environ 150 000 euros hors taxe de renouvellement si on était à 100%. Et donc si on n'est qu'à 50%, ce qui est notre chiffre, ça ferait 75 000 hors taxe. Donc tu ajoutes 90 000 à 75 000, ça fait 165 000. Et donc ça veut dire que là, l'année 2024, on l'attaque en se disant, il n'y a aucun membre qui peut nous rejoindre. Et en fait, on passe l'année en termes de charges et tout. Et donc ça, c'est trop cool parce que ça amène une sérénité qui permet de faire les bons choix et faire les choses dans l'ordre et plutôt que de se dire, putain, il faut qu'on fasse de l'acquisition, il faut qu'on accélère, il faut qu'on fasse des ads et tout, se dire, plus important, c'est la satisfaction de nos membres. Alors là, du coup, tu vois, le projet du premier trimestre, c'est la version 3 de la plateforme de Marketing Flow. Donc Megan, ça fait à peu près 2-3 mois qu'elle bosse dessus sur comment est-ce qu'on fait pour améliorer l'expérience utilisateur. Elle a déjà envoyé des sondages aux membres, elle a déjà fait des ateliers en visio pour comprendre qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Elle bosse au quotidien là-dessus et en fait, c'est le focus. Et du coup, se dire, on va améliorer l'expérience plutôt que de se dire comment est-ce qu'on fait pour mettre plein de leviers d'acquisition. Parce qu'on a cette sérénité financière. Donc ça nous permet de faire des choix qui sont cool. Pour nous, ça, c'est super important. Et on parlait tout à l'heure d'investissement, je pense que c'est peut-être cool aussi de partager ça. Avec Marketing Flow, avec Megan, on a décidé depuis Day One d'investir 10% de notre chiffre d'affaires annuel dans des entreprises à impact positif. Donc en fait, on tire le trait à la fin de chaque année. Par exemple, en 2021, on a fait 64 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires. Donc 10%, 6 400 euros. Et donc ça fait qu'en 2022, on a investi 6 400. Donc on l'a séparé en 3 investissements. On a mis 2 000 euros et quelques du coup chez Keeply, qui est du mobilier éco-responsable, Bio Demain, qui aide les agriculteurs à faire de la transition vers le bio en vendant des produits presque bio, Bio Burger, chaîne de burgers bio avec pas mal d'offres végétales, 2 000 euros. Donc ça, c'était en 2022. En 2022, on a fait 141 000, je crois, de CA hors taxe. Donc ça fait 14 000 euros à investir cette année, ce qu'on a fait. Donc, on a mis 4 500 euros chez Tolv. Ils vont passer en électrique un parc de voitures, notamment en B2B. Donc, en fait, au lieu d'avoir plein de Renault Trafic à l'essence, en fait, ils les passent en électrique. Donc, c'est du rétrofit. Donc, ça, c'est cool. On a mis 4 500 chez Usage, qui permet de faire de la logistique sur les contenants en verre, donc pour pouvoir réutiliser en fait, les contenants plutôt que d'avoir du packaging. Et là, le dernier, on va mettre à peu près 5 100 euros, je crois. Ça va être chez Murphy. Donc, qui font du reconditionnement et de la réparation d'appareils électroménagers. Et là, ce qui est trop cool, c'est que pour une première, on a fait voter les membres de la communauté Marketing Flow. Donc, on leur a envoyé un email, on leur a dit voici les investissements possibles qu'on a sélectionnés sur Lita, parce que nous, tous les investissements, on le fait sur la plateforme Lita, parce qu'en fait, Lita, ils sont membres de Marketing Flow depuis Day One, on les kiffe, on aime bien ce qu'ils font. Et en fait, c'est un engagement qu'on a fait, qu'on a pris au prix d'eux depuis le début. Et du coup, on s'engage et on le fait. Et donc là, les membres ont voté à 75%, je crois, un truc comme ça, 70% pour Murphy, en expliquant pourquoi c'était important de choisir eux. Et du coup, on le fait en co-construction avec les membres. Et honnêtement, ce qu'on fait là, c'est important pour nous, puisque ça fait partie de notre mission d'accélérer la transition écologique et sociale, faire en sorte que ces boîtes soient la norme. Est-ce que c'est smart? Aucune idée. Est-ce que c'est un truc bien à faire? J'en sais rien. Est-ce qu'on fait les bons investissements? J'en sais rien. C'est juste qu'avec Megan, c'est important pour nous. Et comme je disais, vu qu'on est indépendant financièrement et indépendant tout court, et ben en fait, on peut se permettre de faire les idées qu'on a en tête. Et donc pour nous, c'est un engagement cool qu'on fait. Et aujourd'hui, on est hyper heureux de le faire en plus avec les membres de la communauté. Donc voilà, c'est simplement dans le côté investissement. Et c'est la SAS qui investit. Marketing Flow. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est smart? J'en ai aucune idée. S'il y a des gens qui écoutent ça et qui veulent m'envoyer un message pour me dire qu'on fait des conneries, n'hésitez pas. On peut toujours discuter. Mais juste, en fait, on a l'idée, on le fait, tu vois. Et on se dit pas, genre, qu'est-ce qu'il faut faire? On se dit juste, nous, qu'est-ce qu'on a envie pour nous? Et on le fait. Voilà, tout simplement. Trop bien. En tout cas, vous créez une belle dynamique et un beau cercle vertueux. On essaye. Est-ce que l'évolution de ton chiffre d'affaires, ça fait partie des indicateurs que tu regardes et que tu suis régulièrement? Et si oui, est-ce qu'il y a aussi d'autres indicateurs clés comme ça que tu regardes avec attention pour t'assurer que tu avances dans la bonne direction? Clairement, le chiffre d'affaires, ça fait partie des indicateurs clés, je pense, de toute boîte. Parce que, en fait, sans argent, malheureusement, on ne peut pas faire tourner les choses. Il y a le taux de renouvellement aussi. Tu vois, typiquement, le premier semestre 2023, c'était assez chaud parce que, en fait, il y a eu vraiment l'inflation en pleine poire. Il y a eu pas mal de sujets où toutes les personnes, je pense, qui bossaient dans les domaines de l'impact l'ont vu autour d'eux
plein de boîtes qui tombaient comme des mouches, quoi. C'était assez triste à voir. Plein de gens qui ont monté des boîtes pendant plusieurs années ou alors qui venaient de se lancer, mais juste, en fait, c'est trop compliqué, qui mettaient la clé sous la porte. Donc ça veut dire que si ça fait partie de tes membres, en fait, ils renouvellent pas leur abonnement. Ou alors, ça fait aussi moins de monde. En fait, qu'est-ce que tu cut en premier dans les budgets? Le marketing et le réseau et le machin, ce que nous, on propose. Et donc, du coup, on a fait aussi moins de personnes qui s'abonnent. Donc là, c'est des choses où tu es en mode, OK, là, il va falloir qu'on change notre plan d'action, qu'on réfléchisse à comment faire des choses différemment pour avoir des résultats différents. Parce qu'à ce rythme-là, potentiellement, on peut mettre la boîte en danger. Et c'était un peu un des sonnettes d'alarme qu'on a eu avec Mégane en juin. Et du coup, on a dû bien s'activer pour remonter la pente, entre guillemets, ce qu'on a bien fait. Donc, c'est cool. Mais ouais, tu vois, on est toujours à la fois, c'est la satisfaction des membres. Donc, tu vois, on a des pop-up qui passent sur la plateforme pour savoir à quel point est-ce que les membres ils recommanderaient à des personnes autour d'eux, comment ils notent leur satisfaction. Donc, ça, on a du flux qui rentre. Moi, je suis quand même en discussion avec les membres de la communauté au quotidien. Genre, il n'y a pas un jour qui se passe sans que je ne parle pas à 3-4 membres. Ça me permet à la fois de filer des coups de main, d'aider, mais aussi d'avoir la température, comment ça se passe, etc. Donc, c'est assez cool. Et puis après, il y a le renouvellement, le chiffre d'affaires, l'engagement dans la communauté. Tu vois, est-ce que les gens sont contents de contribuer, d'engager, etc. Donc, c'est des choses qu'on check assez souvent. Ouais. Là, tu me parlais d'indicateurs chiffrés. Est-ce que toi, dans ton quotidien, il y a des indicateurs clés que tu regardes vraiment avec attention pour t'assurer aussi de maintenir un quotidien épanouissant, en plus d'atteindre tes ambitions financières? Clairement, c'est mon niveau d'énergie. Est-ce que j'ai de la friction à mettre à une tâche ou pas? Il y a des fois, tu as juste la flemme de t'y mettre. Donc en fait, si tu as trop la flemme, est-ce que c'est que tu n'as pas assez bien dormi? Est-ce que juste, en fait, ce genre de tâche, c'est pas ta zone de génie et du coup, ça serait mieux de la déléguer ou de pas le faire ou de faire autre chose? Donc je pense que c'est vachement mon niveau d'énergie, d'enthousiasme et oui, le fait de procrastiner ou pas, quoi. Et ça, c'est un peu des petites sonnettes d'alarme. En mode, il y a peut-être des choses à changer. Justement, une auditrice me demandait comment tu arrives à dépasser ta procrastination quand elle pointe le bout de son nez. Il y a deux choses, je pense que... Genre, il y a cette phrase que je trouve hyper forte qui dit « The magic you are looking for is in the work you are avoiding ». Et donc, du coup, le fait de se dire « Ok, j'aimerais avoir des résultats, j'aimerais avoir des trucs, mais en fait, au fond de toi, tu sais ce qu'il faut faire, il faut juste le faire. » Qu'est-ce qui se passe quand tu es dans cette phase-là? C'est qu'en fait, c'est dur. Parce qu'en fait, t'as pas tes résultats. Et donc, il y a un peu un côté choose your fucking hard, tu vois. Est-ce que tu préfères que ça soit dur parce que tu le fais? Ou après, est-ce que tu préfères que ça soit dur parce que t'as pas les résultats que t'aimerais avoir? Moi, personnellement, je préfère que ça soit dur et que je le fasse. Et que les résultats, ils arrivent. Ça, c'est une des manières de réfléchir. Et après, pour le fait de procrastiner, pour moi, c'est aussi des engagements à avoir avec d'autres personnes. Donc, par exemple, quand tu as un sponsor sur ta newsletter qui paye et que tu dois la shipper à vendredi à 11h, tu la shippes le vendredi à 11h. Si tu as ton audience de 4000 personnes qui attend vendredi à 11h, tu la shippes le vendredi à 11h, mais de temps en temps, tu pourrais dire je le repousse à vendredi, ils vont pas m'en vouloir. Avec Marketing Flow, avec Mégane, quand on se fait un call et je lui dis je m'occupe de ça, je le fais, il y a zéro pression entre nous deux, mais c'est un engagement moral, je suis quelqu'un de fiable, je le fais. Donc le fait d'avoir un buddy de responsabilité sur des deadlines ou des choses à livrer, je trouve que ça aide, parce qu'en fait, sans deadline, sans pression positive, entre guillemets, sociale, morale, c'est très difficile, en fait. Donc moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Je pense que tu arrives vraiment à bien te créer tes conditions dans lesquelles où tu n'as pas d'autre choix que de réussir et d'avancer. Et tu peux t'engager publiquement via ta newsletter ou auprès de ton partenaire de responsabilité, disons. Elle me demandait aussi, cette auditrice qui m'a posé quelques questions, elle me disait, tu disais lors de notre dernier échange que tu te convoquais régulièrement. Comment tu t'y prends pour créer ces moments de réflexion, de bilan face à toi-même? Quelle forme ça prend concrètement? Je pense que c'est des moments où je suis seul. Typiquement le samedi matin, quand je me lève plutôt que ma femme et que du coup, je suis tranquille, je sais pas, je vais ouvrir une BD ou je vais me faire un petit déj ou un truc comme ça et j'ai 1 heure, 2 heures. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe pendant 1 heure, 2 heures? Ton cerveau, il fonctionne, tu réfléchis, j'essaie vachement de conscientiser comment je me sens, mes émotions, etc., mes ressentis. J'essaie d'en tirer certaines compréhensions, conclusions et tout. Donc ça peut être des moments comme ça où je suis solo, ou alors des moments où je vais me balader aussi solo. Tu peux écouter un podcast, tu peux écouter de la musique, mais tu peux aussi écouter tes pensées. Et en fait, quand tu écoutes tes pensées et tes ressentis, tu dis « Ok, pourquoi je ressens ça? Ok, il y a un pattern, ça revient. Ok, pourquoi ?» Et du coup, c'est plus de cette manière-là. Donc c'est des moments de solitude dans lesquels j'écoute mes pensées. Et du coup, j'essaie de réfléchir. Pourquoi je me sens comme ça? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Est-ce qu'il y a des choses qui sont bien, etc. Le surf, j'imagine, fait partie aussi de ces activités où... Ouais, le surf, ça aide à clarifier l'esprit, mais en vrai, quand je surfe, là, c'est vraiment un moment où je suis en full déconnexion parce que t'es un peu en harmonie avec la nature. Puis il y a des fois, tu vois, t'as des vagues qui arrivent,
T'es plutôt en mode, ok, je suis concentré, je suis focus, je suis dans le moment présent, je suis en train de vivre le truc versus je suis en train de penser à d'autres choses. Pas de carnet, pas de stylo, t'es vraiment juste toi et tes pensées. J'ai mes notes sur mon téléphone où ça peut m'arriver de noter quelques petits trucs, quelques mots-clés. Et d'ailleurs, des fois, c'est des conscientisations qui peuvent se transformer en contenu, post LinkedIn, newsletter, etc. Mais ouais, ça va plus être les notes dans le téléphone si je ressens le besoin. Dernière chose, est-ce que tu as envie de t'engager, donc de nous annoncer publiquement quels sont les objectifs que tu te fixes pour cette nouvelle année ? Pour se fixer des objectifs, je pense qu'il faut toujours commencer par le bilan pour faire un point de ce qui s'est passé. Donc en fait, là, ce que j'ai fait pour le structurer, c'est que je l'ai fait sur tous mes projets ou les piliers importants. Donc en gros, il y a le bilan de ma micro-entreprise, le bilan de ma newsletter perso, le bilan de Marketing Flow, le bilan de mon bien-être, de mon rythme, de mes finances perso, de mes projets perso. Et je pense il doit y en avoir un ou deux autres. Et donc à chaque fois, je suis en mode, c'était ça les objectifs que je m'étais fixés. Voici le bilan, voici ma réflexion. Et des fois, par exemple la newsletter, il n'y avait pas d'objectif parce que je ne savais pas que j'allais la lancer. Donc, tu vois, là, c'est plus en mode, c'était spontané, mais voici quand même le bilan et mes réflexions par rapport à ça. Je pars de ce bilan, je le transforme après, ça m'aide parce qu'il y a des choses que je conscientise et je me dis, OK, il va falloir que je change les choses. Par exemple, dans les choses que j'ai conscientisées avec le bilan, c'est dans le bien-être et dans le rythme. Je me suis rendu compte, dans le rythme notamment, que j'avais pas eu assez de temps off en 2023. C'est-à-dire que j'ai fait pas mal de longs week-ends. J'ai eu 2 fois une semaine. Donc, en gros, ça fait, je sais pas, du week-end au week-end d'après 9 jours de off. Mais c'est pas assez. En tout cas, à mon goût, c'était pas assez et j'ai pas eu assez de temps long pour déconnecter. Surtout, je trouve, quand t'es entrepreneur, t'as besoin de pas mal de jours consécutifs pour vraiment te déconnecter totalement. Ça veut dire ne pas aller se connecter sur ce putain de LinkedIn et compagnie, tu vois. C'est pas si facile quand t'as des habitudes qui sont là. Et donc, tu vois, dans les objectifs, ça va être de prendre plusieurs fois 2 semaines de vacances ou 3 semaines de vacances et d'être, je sais pas, sur genre 2 mois de vacances peut-être en 2024. Qu'est-ce que ça veut dire 2 mois de vacances ? Ça veut dire que, en fait, tu peux pas forcément faire le même chiffre d'affaires que tu as fait, ou alors il faut que tu bosses différemment. Et j'ai l'impression que vous êtes plutôt bien optimisé, même si c'est toujours important de se remettre en question. Mais tu vois, par exemple, là, sur mon bilan, avec ma micro-entreprise cette année, j'ai fait 103 000 € de chiffre d'affaires hors taxe. Et je pense que je vais me fixer pour la micro-entreprise l'année prochaine de simplement, même si c'est déjà bien, faire le plafond de la micro-entreprise, c'est-à-dire 77 000. D'être entre 70 et 77 000. Et ça sera très bien. Ça part toujours d'un projet et d'un besoin perso. Et après, c'est comme ça que je vais aligner mes objectifs pro, etc. Et donc, tu vois, avec la micro-entreprise, si on prend 72 000 ou 77 000, donc 72 000, c'est quoi ? C'est 6K par mois hors taxe. Du coup, si on fait les maths, il y a 2 mois off dans l'année. Ça fait que tu n'as plus que 10 mois pour les faire. Donc, en fait, on est plus à 7 ou 8K par mois. Donc, d'un coup, c'est plus les 6K. Donc, après, c'est comment est-ce que tu arrives à faire entre 6 et 8K par mois pour que, en fait, tu te fasses pas avaler ou en stress quand tu prends des vacances et que tu t'autorises à prendre des vacances. Donc, il est là. Et donc, ça veut dire comment est-ce que tu structures ton offre et ton quotidien pour que tu y arrives. C'est un peu les réflexions, là. Pour les objectifs avec Marketing Flow, ça dépend pas que de moi. Ça dépend aussi de Mégane. Donc, il faut qu'on s'aligne tous les deux. Donc, ce qu'on a prévu de faire, là, début janvier, c'est de se faire un atelier de 2 heures où on vient en amont avec plutôt des objectifs de moyens au lieu d'être sur du top-bottom. Se dire, OK, on veut faire, je sais pas, 250, 304 CA. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver ? On va plutôt se dire, OK, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place ? Quel projet on a envie de lancer ? À quelle période de l'année ? C'est quoi le calendrier de notre année ? Est-ce qu'on lance ? Est-ce qu'on fait, etc. Donc, une V3 de la plateforme, un événement, un truc, etc. Comment est-ce que ça peut avoir un impact sur le nombre de membres qui renouvellent et le nombre de membres qui rejoignent ? Je dis pas du tout que c'est la bonne manière de faire, mais je pense que nous, aujourd'hui, avec Mégane, on optimise pour notre quotidien et notre bien-être. Donc, je pense que c'est, à mes yeux aujourd'hui, la bonne méthode pour que le bien-être et l'équilibre soient bien respectés au quotidien. Un grand merci à Pierre de nous avoir partagé son mode de fonctionnement pour aligner ses finances avec ses projets et ses besoins. Quand la plupart des entrepreneurs se concentrent essentiellement sur la croissance de leur chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, Pierre, lui, s'assure de satisfaire avant tout ce qui compte le plus pour lui, son bien-être, son épanouissement, la relation avec son associé et ce qui compose son quotidien. Quitte à avoir pour objectif en 2024 de baisser son chiffre d'affaires pour prévoir davantage de vacances et de périodes durant lesquelles il pourra se ressourcer. Ce que je retiens chez Pierre, c'est sa capacité à toujours partir de ce qu'il a envie de faire, que ce soit financer des projets personnels qui lui tiennent à cœur ou financer des entreprises alignées avec ses valeurs. Et à partir de là, il s'assure que ses ambitions financières, de même que ses investissements, épousent ses envies pro et perso. Et vous, quelles sont vos envies et vos projets pour cette nouvelle année ? Et quelles résolutions pourriez-vous prendre pour aligner au mieux vos finances avec vos aspirations, vos convictions et vos besoins ? Pour moi, c'est essentiel de se poser ces questions pour prendre du recul sur la manière dont on gagne,
dont on dépense et dont on investit son argent. De mon côté, l'une de mes bonnes résolutions cette année, c'est d'apprendre à donner davantage. J'ai été profondément inspirée par la générosité de Pierre, qui cherche avant tout à rendre service, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Et c'est ce qui lui permet, je pense, de s'entourer de personnes exceptionnelles. Sur ce, je vous souhaite une très belle année 2024, qu'elle soit riche en rencontres et en pépettes. On se retrouve mardi dans 2 semaines avec un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite de remettre du sens dans vos finances.